Au plaisir d'insolence. Une émission de la rédaction de Canal Académie. L'émission qui prend le temps de parler littérature. On retrouve Elisabeth Antébi. Au plaisir d'insolence avec Michel More qui nous raconte son Monterland à lui, qui était un bel insolent et aussi un homme libre. Alors Michel More, Monterland, c'est votre premier sujet puisque ça a été votre premier livre. Ça s'appelle Monterland, j'ouvre les guillemets puis je les ferme, homme libre. Et Monterland n'aimait pas du tout que vous mettiez des guillemets. Pourquoi ? Parce que je voulais dire homme libre, c'est-à-dire c'est lui qui se dit qu'il est libre. Or, je l'ai pratiqué pendant quelque temps, je l'ai vu pas mal, nous déjeunions souvent ensemble au restaurant du Voltaire, à côté de chez lui. Il m'a vu souvent, je l'ai vu aussi, j'étais pas marié à l'époque, et je l'ai vu beaucoup. Et j'avais beaucoup aimé plusieurs de ses livres, dont Service inutile, surtout. Sur la guerre, donc. Oui, c'est ça. Ça vous unissait, oui, c'est vrai, parce que vous aussi, un de vos premiers livres aussi, ça a été sur les intellectuels devant la défaite de 70. 70, oui. Donc, vous aviez tous les deux un goût amer de la guerre. Oui, sûrement, puisque la guerre de 70 n'a pas été très brillante. Et la France s'est débrouillée pour transformer ces guerres, ces défaites, et la défaite de 40 a été épouvantable. Elle s'est arrangée pour en faire des victoires. Oui. Et alors Monterland, lui aussi, était un peu écœuré de ses expériences. Lui, il avait 20 ans de plus que vous, faut le rappeler, hein. Oui, bien sûr, c'est la génération avant la mienne. Bon, donc lui, il avait fait 14, mais d'une manière, la guerre de 14, mais enfin, c'était pas bien. C'était pas très solide. Voilà. Pas très sévère. Comme moi, j'ai fait 40 d'une façon j'ai fait mon possible, et d'ailleurs, j'en ai voulu à la France. Pourquoi ? De m'avoir fait faire une guerre si minable. Oui, vraiment. Monterland aussi, j'étais prêt, moi, à en faire. À cette guerre, je ne demandais que ça. L'hiver, je l'aurais fait à ski, puisque je commandais une section de skieurs. Et vraiment, je ne demandais... Eh bien, j'en ai voulu à la France, d'avoir été si minable. Oh, ce serait trop long à vous expliquer. Mais non, nous avons le temps. C'est l'émission qui prend le temps de parler littérature. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est pas de littérature que je parle, c'est de guerre, c'est de l'armée, c'est du métier de l'armée. Écoutez, je vous ai dit que j'avais fait, avant d'entrer dans l'armée, une école militaire, Saint-Mexan, qui transformait les officiers qui allaient faire leur service militaire dans l'armée, et qui en faisaient des officiers. À Saint-Mexan. On nous apprenait comment commander une section. Savez-vous quels exercices j'ai fait à Saint-Mexan ? J'ai fait 3 fois l'exercice liquidation d'une tranchée avec... La baïonnette ? La baïonnette. Oui. 3 fois. Une autre chose du même genre. Enfin, vous voulez dire que cet entraînement n'a servi à rien, n'a finalement. Servi à rien. C'était absurde. Et Monterland avait le même sentiment, si je me rappelle bien. Lui, il avait le sentiment de la grandeur qu'il fallait employer quelque part, et puis tout cela tournait en eau de boudin aussi. Mais enfin, vous comprenez, il n'y a qu'à voir ce qu'a été les débuts de la guerre de 40, la façon dont les Allemands ont bousillé un nombre considérable de Français, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Parce que ces Français, on leur a fait faire probablement des choses comme je vous dis. C'était lamentable. Nous n'avons pas fait à Saint-Mexan, qui allait faire la guerre, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas vu un avion, pas un seul avion dans le ciel. Pas de voiture, il y en avait quelques-unes, mais de voitures montées pour avancer. Cela évoque d'autres guerres actuelles, d'ailleurs. On a dit quelquefois que les gens étaient sous-employés et avec trop peu de matériel. Cela évoque des guerres d'aujourd'hui aussi, malheureusement. Mais on n'en a pas tiré toujours les leçons. Mais j'espère que nous n'allons pas la faire
Mais Monterland, donc, lui, était dans cet état d'insatisfaction aussi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous vous rencontrez à Marseille, je crois, la première fois. Oui. Dans un bistrot. Non, à Nice. À Nice, pardon, chez Charlet, enfin, dans un bistrot, quoi. Et Monterland, vous l'attendez sous les traits de Costal. Costal, c'est le bonhomme qui tient en lisière toutes les jeunes filles, qui est un cynique, qui est un dandy cynique, odieux d'ailleurs, très drôle. Moi, j'ai relu en venant des passages des jeunes filles. Mais oui, c'est dommage parce que c'est absolument extraordinaire. Oui. D'ailleurs, voilà une lettre de Costal. Il répond à une jeune femme. Et il lui dit « Je réponds à votre honoré du 11 courant avec les 15 jours de retard réglementaire. 8 jours pendant lesquels je n'ai pas ouvert votre enveloppe. C'est une petite quarantaine que je fais subir à toutes les lettres de femmes, après quoi elles ont chance de n'être plus contagieuses. » C'est une insolence permanente, d'une drôlerie invraisemblable qu'on a complètement oubliée. Et vous, donc, vous êtes jeune, vous attendez ce Monterland sous les traits de Costal. Et celui qui arrive, hélas, a les traits plutôt de Coentré, qui est un autre personnage de Monterland, qui est un célibataire endurci, des célibataires. Et ce Coentré n'est pas très agréable. Voilà comment Monterland le décrit quand Coentré torture sa mère. Et donc, on voit à travers ce petit paragraphe, d'abord tout l'art de Monterland, et puis ensuite la méchanceté de Coentré et sa petitesse. Je trouve ce passage aussi sublime. Par à coup, en effet, il la traitait de façon presque odieuse. Léon avait la bonhomie, la jovialité et la bonté superficielle des Coentré. C'est son nom personnel. Mais quand un homme n'a en lui qu'une goutte unique de méchanceté, c'est pour son vieux père ou sa vieille mère que précieusement il la tient en réserve. Quelquefois, Léon n'éclatait contre sa mère que par exaspération nerveuse, quand il entendait le petit froissement des grains de son chapelet, ou quand elle montrait un visage plus lugubre que de coutume. Cela surtout était réglé. Aussitôt qu'il la voyait souffrir, on eût dit qu'il se jetait sur elle, lui montait dessus, la piétinait, lui picorait le crâne jusqu'au sang, comme fait la poule à une autre poule quand elle la voit blessée. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique et c'est effrayant, enfin, non ? Oui, vous, c'était pas le genre à picorer votre père et votre mère, mais que vous aimiez beaucoup. Mais justement, est-ce que Monterland, on sent dans vos souvenirs sur Monterland que vous êtes un peu effrayé aussi par ce personnage ? Écoutez, je vais vous dire, je l'ai beaucoup vu quand même et je l'ai beaucoup aimé. Si j'ai mis des virgules autour de Monterland, homme libre. Oui. C'est parce que j'ai compris qu'il se disait libre, qu'il voulait être libre, mais qu'il ne l'était pas. Et donc vous aviez une certaine tendresse pour ça, non ? Et j'ai eu une tendresse et un peu de pitié même, un peu de pitié. Il a menti beaucoup à la fin de sa vie. Il s'est donné un fils alors qu'il n'en avait pas, absolument pas. Alors, il y a eu pour moi... Ça a été une déception terrible, Monterland. Parce que vous y croyez, vous avez cru en ce personnage. J'ai lu ses livres, je me souviens. Quand j'ai fait ce livre, que j'ai pu le finir, j'ai dit, peu m'importe maintenant, j'ai fait ce livre, je n'en écrirai pas d'autres. C'était pour moi le tout. J'avais tout mis là-dedans. Je l'ai travaillé pendant au moins 3 ans. Ce livre, avant d'arriver à une version qui me plaise à peu près et qui lui plaise aussi, car il l'a lu avant qu'il soit publié. Bien sûr, il n'avait pas aimé les virgules autour, mais enfin, il m'avait rien dit pour ça. Et c'est presque tout de suite après la publication de mon livre que je me suis dépris de lui. Ah presque, oui, presque tout de suite. Et il habitait tout près Parce que c'était un homme quand même à l'insolence extraordinaire, au courage. Il avait un certain courage de déplaire. Il avait le courage de déplaire d'une certaine manière. Oui, sûrement, mais je ne crois pas qu'il ait eu le courage de me déplaire.
Il disait, d'ailleurs, j'ai noté une phrase de lui qui est pas du tout, qui est en contradiction avec vous-même, évidemment, parce qu'il disait « Tout le monde a raison toujours. J'ai besoin de vivre toute la diversité du monde et de ses prétendus contraires. » D'où ses mensonges, peut-être. Et c'était un homme tout en contradiction, ce qui n'est pas votre cas. Hein. Et il parlait du clair-obscur de l'homme. C'est pas ce qui vous tentait, le clair-obscur de l'homme. Ça me dit rien. Ah oui, oui. Mais il adorait l'extrême, et ça vous fascinait. Il avait quand même un goût... D'abord, c'était un grand dramaturge. Port-Royal, c'est magnifique. Non, il avait des gestes contre l'époque aussi, beaucoup contre l'époque, n'est-ce pas? Et je trouvais ça très juste, l'éloge fait de gens qui ne méritaient pas d'éloge. Il était très, très sévère pour l'époque et pour lui-même par moments, mais par moments seulement. Est-ce que vous l'avez relu? Non, jamais plus. Eh bien, c'est drôle parce que quand je suis venue, justement, à cause de votre livre, j'ai commencé à le relire et j'ai redécouvert quelqu'un qu'on a complètement oublié et qui avait quand même des audaces de style. Oui. Et une beauté de style qui est extraordinaire. Ah, c'est beauté de style, surtout sa morale, ce qu'il disait sur les gens, et sur les chansons à la mode, leur médiocrité et leur vulgarité. Il avait des choses qui répondaient à ce que j'éprouvais, et j'aimais beaucoup ça. Mais quand j'ai su que cet homme qui chantait la gloire, les vertus militaires, qu'en réalité il n'avait pas fait la guerre et qu'il s'était arrangé pour ne pas la faire, alors qu'il aurait dû la faire, j'ai senti que tout était faux. Presque tout était faux. Est-ce que c'est pas le fameux mot d'Aragon, mentir vrai? Est-ce que c'est pas la devise du romancier aussi, mentir vrai? Il existe par ses livres aussi, Monterland. Oui. Non, vous n'aimez pas les hommes qui ne sont pas qui n'ont pas de parole. Écoutez, je ne suis pas... Alors, il y a une chose que vous décrivez, parce que vous avez un humour fou quand vous le décrivez quand même, dans Vers l'Ouest. Vous avez une description merveilleuse de Monterland, et je vais vous laisser la continuer, mais je vais la commencer parce qu'elle est très drôle. C'est l'atmosphère du Charlet. Vous savez, vous vous rencontrez donc dans un bar qui s'appelle le Charlet, où Charlet n'était plus, puisqu'il avait pu rejoindre l'Angleterre, je ne sais par quel moyen, amusa Monterland. Dans le fond du bar, quelques tables étaient réservées où l'on servait des repas. Nous mangeâmes du lapin rôti. Monterland mangeait vite, sans prêter attention à la nourriture, mais je ne crois pas m'être aperçu ce soir-là d'une manie que je devais remarquer par la suite. Il n'arrêtait pas sous la table de malaxer entre ses doigts de la mie de pain. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en relisant, Coentré, je ne sais pas si vous vous rappelez ce détail, mais Coentré à un moment donné lisse ses faux cols à la mie de pain. Mais c'est qu'il avait cette mie de pain. C'est drôle. Il la gardait longtemps. Voilà, alors il y a une anecdote que vous donnez qui révèle au fond à la fois votre admiration et votre compassion, disons, pour Monterland. Souvent, le repas terminé, et alors que nous marchions dans la rue, il triturait toujours la boule de mie de pain. Un soir, il en fit un curieux usage. C'était bien des années après cette première rencontre à Nice. Alors, vous allez me lire ce paragraphe où on voit l'usage qu'il va faire de la mie de pain. Oh Dieu, je me la rappelle. Ah Nous oui marchions sur le trottoir désert de la rue qui part de la Madeleine. Monterland m'interrogeait sur la civilisation yankee qu'il méprisait. Soudain, je le vis s'écarter de moi, se précipiter vers l'enseigne que nous dépassions, et d'un geste décidé, coller à hauteur convenable sur le corps de femme un énorme braquemar en mie de pain. Avec la même promptitude, il revint vers moi. J'étais stupéfait au point que je ne sus rien dire. Nous entrions dans la petite rue où se trouve le théâtre de la Madeleine. Voilà. Et ça, c'était un passage merveilleux parce qu'on sent à la fois votre admiration et puis votre éberluement devant les petitesses du... C'était fini dès là. C'était déjà fini. L'admiration n'était plus la même. Enfin, il vous a quand même
introduit au théâtre. Je pense que... Alors, nous sommes allés au théâtre. Vous le dites un petit peu, hein, que c'est lui, au fond, qui vous a ouvert les placards des actrices aussi. Marie Marquet, vous découvrez Marie-Belle. Écoutez, je vais vous dire, j'avais tellement aimé son œuvre. J'avais tellement cru que vraiment je m'étais tellement donné à lui, je peux dire. Fait ce livre, le premier qui était un peu difficile à faire et que je m'étais forcé à faire, que la déception était telle que c'était devenu effrayant. L'imaginer qu'il courait après les petits garçons, les petits garçons. Oui. Alors on m'a dit tout ça. En plus, c'était connu de tout Paris. Et moi, vous étiez jeune aussi. C'est quand je revenais. C'est quand je suis revenu de 3 ans aux États-Unis et qu'on m'a dit ça. Ça vous a choqué. Ça m'a fait un effet tel que je ne pouvais pas lui pardonner. Moi, ce que je trouve extraordinaire, Michel Mort, c'est que à travers tout cela, je vous ai traité à un moment donné d'homme livresque. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est votre vie à travers les livres. Parce que ce que vous racontez, c'est aussi la passion d'un jeune homme, les premières passions d'un jeune homme pour la littérature. Bon, alors oublions aussi le support, l'écrivain que fut Monterland. Mais c'est cet éveil que vous avez eu, vous, à la littérature, que je trouve admirablement transmis dans toute votre œuvre. Et moi, ça me touche beaucoup, ce que vous dites là. Moi, ce qui m'a touchée, c'est de voir cet amour du livre et de la littérature qui fait de vous un immortel, d'ailleurs, parce que c'est ça, les immortels. C'est ça, les immortels. Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez immortel, Michel Mort ? Non, surtout en ce moment où mon nom n'est plus jamais cité dans aucun journal. Mais c'est un privilège aujourd'hui où la médiocrité règne. Dans un temps de médiocrité, c'est un privilège de n'être pas cité. Peut-être. Ça me fait du bien que vous me disiez ça. Je suis heureux de savoir ça. Parce que, non, c'est connu. N'est-ce pas qu'un écrivain, quand il vient de finir son œuvre, quand il a fini son œuvre, généralement, il s'en va, il meurt, il retourne à la maison du père. Et moi, je vis toujours. Peut-être, mais enfin, c'est un privilège, ce privilège de jouir, de ne plus être cité, de ne plus être... c'est un privilège que je n'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ? On est provincial. D'une petite ville, Morlaix, où je suis né, et où, naturellement, je ne suis pas connu, bien que j'étais avocat pendant quelques mois. Plus personne de ma famille n'habite cette petite ville. On arrive à Paris. Vous ne pouvez pas savoir ce que Paris représente dans l'imagination d'un jeune homme venu de province, de Morlaix ou d'une ville de province, et qui arrive à Paris et il voit une vie, un monde qui d'ailleurs n'existe plus, je crois, maintenant, mais de salons, de gens qui reçoivent. Le nombre d'académiciens, c'est dans les salons parisiens que les noms étaient donnés, étaient cités. Il y avait des femmes qui étaient connues pour recevoir les futurs académiciens. Tout ça était fini complètement. Et quand je me suis présenté, j'ai d'ailleurs pas été élu la première fois. J'étais décidé de me présenter 3 fois. À la deuxième, j'ai été élu. Bon, oui, j'étais très très fier et très heureux parce que c'était la province qui... Vous voyez ? Oui, absolument. Mais il y a encore des femmes qui vous écoutent, la preuve. Des femmes qui vous font parler et des femmes qui vous reçoivent. Eh bien, ces femmes qui me font parler, je leur présente mes hommages et je les remercie infiniment. Parce que ça me fait quand même très plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas... oui, ça fait plusieurs années que j'ai pas parlé, alors que j'ai beaucoup fait de conférences un peu partout. C'est à Rome que j'ai trouvé ma femme, par exemple, à la suite d'une conférence que j'ai faite, qui m'a épousé. Elle est morte, hélas. Maintenant, car c'est ça qui est pénible quand on vit trop vieux, c'est qu'on perd tout le monde.
Je perds mes amis, je perds ma femme, j'espère que je vais pas perdre mon fils, des choses comme ça. Écoutez, ce qui reste, ce sont vos livres. Vous êtes un écrivain avant tout, avant toute chose. Oui, peut-être. Donc vous êtes un écrivain, c'est ça qui reste. Et la preuve, c'est nous qui le lisons. Donc c'est vous qui le lisez. Alors merci Michel Mort, parce que je vous dis, vous êtes immortel, que vous le vouliez ou non. Vous êtes immortel. Et merci encore de nous avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. C'était au plaisir d'insolence avec Michel Mort, qui a gardé la vigueur de l'insolence à jamais pour toujours et de la liberté.